Aux funérailles de ma fille, une femme a chuchoté: Votre mari m'a payé 50 000 $ pour que je garde le silence sur ce qui s'est réellement passé. J'ai saisi son poignet avant qu'elle ne puisse s'éloigner. La femme a sursauté, ses lunettes de soleil glissant pour révéler des yeux écarquillés par la panique. Elle a essayé de se libérer, mais j'ai tenu bon, mes ongles s'enfonçant dans sa peau assez fort pour laisser des marques. Dites-moi ce que vous voulez dire, tout de suite. Ma voix est sortie plus forte que prévu, et plusieurs personnes présentes se sont retournées pour regarder. La femme a jeté un coup d'œil derrière moi vers l'endroit où mon mari, Derrick, se tenait en train de parler à son frère, puis elle a de nouveau fixé mon visage. Elle a dégagé son bras d'un coup sec et s'est pratiquement mise à courir entre les pierres tombales, ses talons s'accrochant dans l'herbe. J'ai commencé à la suivre, mais ma sœur Julia m'a attrapée par les épaules, me demandant ce qui n'allait pas. Le temps que je relève la tête, la femme avait disparu sur le parking. Derrick est apparu à mes côtés, me demandant ce qui s'était passé. Sa main me semblait brûlante sur mon dos, possessive et déplacée. Je me suis retournée brusquement pour lui faire face, et j'ai regardé son expression passer de l'inquiétude à autre chose. Quelque chose qui n'a duré qu'une seconde avant de glisser de nouveau derrière son masque de deuil approprié. Qui était cette femme en robe noire? Celle qui vient de partir? Il a semblé sincèrement confus, disant qu'il n'avait remarqué personne partir. Je l'ai décrite, et il a secoué la tête, suggérant que le chagrin me faisait voir des choses qui n'existaient pas. La façon dont il a dit cela m'a fait serrer les dents. Je lui ai raconté exactement ce qu'elle m'avait murmuré, et son visage est devenu totalement inexpressif pendant 3 secondes avant qu'il ne se reprenne. C'est insensé. Qui dirait une chose pareille? Mais sa main tremblait quand il a tendu le bras pour prendre la mienne. Je me suis dégagée, et j'ai marché droit vers ma voiture sans dire au revoir à personne. Julia m'a appelée, mais j'ai continué d'avancer, mes clés déjà sorties, l'esprit revoyant chaque détail des 3 dernières semaines depuis que Mira s'était noyée. La porte du bureau de Derrick était verrouillée quand j'étais rentrée de l'épicerie ce jour-là. J'avais martelé la porte, hurlant que quelque chose n'allait pas avec Mira, et il avait mis trop de temps à ouvrir. Peut être 30 secondes, mais cela m'avait semblé une éternité. Quand il était enfin apparu, sa chemise était mal boutonnée et il tenait son téléphone. J'étais trop affolée par l'état de Mira pour le questionner à ce moment-là. Maintenant, ces 30 secondes semblaient significatives. Je me suis rendue à la banque au lieu d'aller à la maison pour la réception. Le parking était presque vide en ce samedi après-midi. Je suis entrée et j'ai demandé à parler immédiatement au directeur de l'agence. Le caissier a dit que j'aurais besoin d'un rendez-vous, mais j'ai haussé la voix. Ma fille vient de mourir et j'ai besoin de voir mes comptes maintenant. La directrice est apparue, une femme d'une quarantaine d'années aux yeux bienveillants, qui m'a conduite dans son bureau et a fermé la porte. J'ai demandé l'impression de chaque transaction de l'année écoulée sur tous les comptes. Elle a hésité et a dit: C'est votre mari qui gère habituellement vos opérations bancaires. Je lui ai dit que je voulais avoir accès à tout, y compris aux comptes dont je pourrais ignorer l'existence. Elle a tapé quelque chose sur son ordinateur et son expression a changé. Il y avait un compte professionnel au nom de Derrick seul. Il montrait un virement de 50 000 $ JA, une entité appelée Sandpoint Consulting, effectué 3 jours après la mort de Mira. Un autre paiement de 15 000 $ avait été fait 3 semaines avant cela. La directrice m'a demandé si je reconnaissais l'entreprise et j'ai secoué la tête, le sang battant dans mes oreilles. Elle a imprimé les relevés et me les a tendus à travers le bureau. Je lui ai demandé si elle pouvait faire une recherche sur Sandpoint Consulting, et après un moment, elle a dit que c'était enregistré au nom d'une certaine Lorraine Vega, à une adresse à Ann Arbor. J'ai pris une photo de l'écran de l'ordinateur avec mes mains tremblantes et j'ai demandé à la directrice de ne pas mentionner cette visite à mon mari. Elle a hoché la tête lentement, une compréhension muette passant entre nous. L'adresse menait à une boutique UPS dans une zone commerciale à 40 minutes de là. Je suis restée assise sur le parking à fixer la vitrine, essayant de décider quoi faire ensuite.
Mon téléphone a vibré avec des textos de Derek me demandant où j'étais, disant que les gens étaient arrivés à la maison pour la réception, me disant que tout le monde s'inquiétait. Je les ai ignorés et j'ai cherché Lorraine Vega sur les réseaux sociaux. Son profil Facebook était privé, mais sa photo de profil montrait la même femme qu'aux funérailles, plus jeune que moi, peut être 30 ans, avec des cheveux sombres et des traits acérés. Son statut indiquait qu'elle était célibataire. J'ai tout pris en capture d'écran, puis j'ai appelé une détective privée dont j'avais cherché le numéro 3 jours auparavant, mais que je n'avais pas eu le courage de composer jusqu'à présent. Carole a répondu à la deuxième sonnerie. J'ai tout expliqué d'un coup, les mots se bousculant les uns les autres. La femme aux funérailles, les 50 000 $, Mira se noyant pendant que Derek était censé travailler dans son bureau verrouillé. Carole a écouté sans m'interrompre, et quand j'ai eu fini, elle a dit qu'elle pouvait me rencontrer dans 1 heure à son bureau en centre-ville. J'y suis allée en serrant le volant trop fort, vérifiant constamment mon rétroviseur pour m'assurer que Derek ne m'avait pas suivi. Le bureau se trouvait au-dessus d'un pressing et sentait les produits chimiques et le vieux papier. Carole avait 50 ans, des cheveux gris et des yeux qui semblaient avoir vu toutes les formes de laideur humaine. Elle a pris les relevés bancaires que j'avais imprimés et les a étalés sur son bureau. Cette société Sandpoint a été créée il y a 8 mois. Les doigts de Carole bougeaient sur son clavier, extrayant des registres qui apparaissaient sur son écran plus vite que je ne pouvais les suivre. Lorraine Vega est répertoriée comme l'unique propriétaire. Pas d'employé, pas de licence commerciale, pas de site web. C'est une société écran, dit-elle en me regardant par-dessus ses lunettes de lecture. Le genre d'entreprise qu'on crée quand on veut déplacer de l'argent sans que personne ne pose de questions. J'ai demandé à quoi servait cet argent. Carole a répondu que c'était précisément ce que nous devions découvrir. Elle m'a dit que son tarif était de 200 $ de l'heure plus les frais. J'ai dit que le prix m'importait peu. Ma grand-mère m'avait laissé de l'argent dont Derek ignorait l'existence. Carole a hoché la tête et a recommencé à taper. Derek a appelé 6 fois pendant mon rendez-vous avec Carole. Au 7e appel, j'ai répondu et il a exigé de savoir où j'étais. Sa voix avait un tranchant que je n'avais jamais entendu auparavant. Une fureur contrôlée, sous une inquiétude feinte. J'ai dit que j'avais besoin de temps seul, et il a répondu que ce n'était pas sain, que j'avais besoin d'être entourée par ma famille en ce moment. J'ai dit que je rentrerais plus tard et j'ai raccroché avant qu'il ne puisse argumenter. Carole m'a regardée et m'a suggéré de dormir ailleurs ce soir. Je lui ai demandé si elle pensait que Derek était dangereux, et elle a répondu que les hommes qui payaient 50 000 $ pour garder des secrets avaient généralement de très bonnes raisons de vouloir les protéger. La façon dont elle a dit « généralement » m'a retourné l'estomac. J'ai pris une chambre dans un hôtel près de l'aéroport en payant en espèces. La chambre sentait le désinfectant industriel et le chauffage faisait du bruit, mais je m'en fichais. Je me suis assise sur le lit avec mon ordinateur et j'ai commencé à fouiller tout ce que je pouvais trouver sur Lorraine Vega en ligne. Son LinkedIn disait qu'elle était consultante indépendante spécialisée dans la gestion des risques. Le site web de son entreprise était en ligne depuis 6 mois, mais il n'y avait ni témoignage de clients ni exemple de projet. La page « À propos » contenait un paragraphe de jargon corporatif qui ne disait rien. Mon curseur a survolé le formulaire de contact pendant 10 minutes avant que je ne commence à taper « Je suis au courant pour les 50 000 $. J'ai besoin de vous parler de ce qui est réellement arrivé à ma fille. » J'ai cliqué sur « Envoyer » avant de pouvoir changer d'avis. Mon téléphone a vibré presque immédiatement, mais ce n'était pas Lorraine. C'était encore Derek, m'envoyant 7 fois un SMS pour me dire qu'il avait appelé la police pour signaler ma disparition. J'ai répondu que je n'avais pas disparu, que j'étais à l'hôtel et que j'avais besoin d'espace. Il a répondu instantanément en demandant quel hôtel et en disant qu'il venait me chercher. J'ai bloqué son numéro, puis j'ai appelé Carole pour lui dire que Derek menaçait d'impliquer la police. Elle a dit que c'était une tactique de contrôle et m'a conseillé d'envoyer ma position par SMS à un membre de ma famille pour que quelqu'un sache où j'étais. J'ai envoyé un message à Julia et elle a appelé immédiatement pour demander ce qui se passait.
J'ai dit que je ne pouvais pas encore expliquer, mais que j'avais besoin qu'elle me fasse confiance. Elle a dit que maman paniquait et que la réception avait été un désastre après ma disparition. J'ai promis que j'expliquerais tout bientôt et j'ai raccroché. Lorraine Vega a répondu à mon email à 2 heures du matin. Son message tenait en une phrase. Retrouvez-moi à Riverside Park demain à midi. Venez seul. J'ai fixé les mots jusqu'à ce qu'ils deviennent flous. Cette femme savait quelque chose sur la mort de Mira qui valait 50 000 $ de silence. Derrick l'avait payé pour qu'elle se taise. Cela signifiait qu'il connaissait la vérité sur ce qui s'était passé dans notre piscine ce jour-là et qu'il me mentait depuis 3 semaines pendant que je m'en voulais d'être allée à l'épicerie. J'ai pensé au visage de Mira quand je l'avais quittée ce matin-là, comment elle m'avait demandé si elle pouvait m'aider à préparer son gâteau d'anniversaire. Et j'avais répondu « Plus tard ». Il n'y allait pas y avoir de « plus tard ». Quelqu'un nous l'avait enlevé et j'allais découvrir qui et pourquoi, même si cela devait tout détruire. Je suis arrivée au parc 30 minutes en avance et j'ai trouvé un banc avec une vue dégagée sur l'entrée. La matinée était froide et grise, parfaitement en accord avec mon humeur. Quelques joggeurs passaient et une femme promenait son chien, mais sinon le parc était vide. À midi pile, Lorraine est apparue vêtue d'un gant et d'une veste en cuir, ne ressemblant en rien à la femme sophistiquée des funérailles. Elle a scanné les environs avant de s'approcher, ses mouvements rapides et nerveux comme un oiseau prêt à s'envoler. Elle s'est assise à l'autre extrémité du banc et a regardé droit devant elle au lieu de me regarder. J'ai demandé pourquoi Derrick lui avait payé 50 000 $ et elle a dit que c'était compliqué. Je lui ai dit que ma fille était morte et que rien n'était trop compliqué pour cela. Lorraine a pris une inspiration et a commencé à parler. Elle a raconté que Derrick l'avait engagée il y a 2 ans pour me suivre. Il soupçonnait que j'avais une liaison et voulait des preuves pour un divorce. Elle m'avait suivie pendant 3 mois, documentant partout où j'allais, chaque personne à qui je parlais, chaque habitude de ma routine quotidienne. Elle n'avait rien trouvé parce qu'il n'y avait rien à trouver. Mais Derrick l'avait gardée sous contrat malgré tout, la payant mensuellement pour continuer la surveillance. Il voulait connaître mon emploi du temps, quand j'étais à la maison, quand je partais, combien de temps je restais absente. Elle avait trouvé cela obsessif, mais l'argent était bon et rien de ce qu'elle voyait n'était techniquement illégal. Puis, il y a 3 semaines, Derrick l'avait appelée pour une mission d'un autre genre. Il voulait qu'elle soit son alibi. La voix de Lorraine est descendue jusqu'à n'être plus qu'un murmure. Il a dit que sa fille allait avoir un accident et qu'il avait besoin de quelqu'un qui puisse jurer qu'il était en réunion d'affaires quand cela arriverait. Elle avait refusé au début, mais Derrick lui avait offert 50 000 $. Il avait dit que l'accident allait se produire de toute façon, qu'elle l'aide ou non, et qu'elle pouvait soit se faire de l'argent facile, soit passer à côté. Il avait sous-entendu que si elle refusait, elle pourrait devenir un problème à résoudre. Lorraine a dit qu'elle s'était convaincue que l'histoire de la fille n'était pas réelle, que Derrick testait simplement sa loyauté ou essayait de monter un faux alibi pour autre chose. Mais quand Mera s'est noyée, Lorraine a réalisé que Derrick disait la vérité. Je ne pouvais plus respirer. Le parc tournait autour de moi et je me suis agrippée au banc jusqu'à ce que mes articulations blanchissent. J'ai demandé si elle affirmait que Derrick avait tué Mira délibérément. Lorraine a hoché la tête sans me regarder. Elle a dit que Derrick planifiait cela depuis des mois, étudiant mon emploi du temps, attendant l'opportunité parfaite où je serais absente assez longtemps. Le jour où je suis allée à l'épicerie n'était pas un hasard. Derrick m'avait demandé ce matin-là d'aller chercher des ingrédients spécifiques dans une boutique à l'autre bout de la ville, un trajet qui me prendrait au moins 90 minutes aller-retour. Je me suis souvenu qu'il avait mentionné cette pâtisserie spécialisée, disant qu'ils avaient une farine de meilleure qualité pour le gâteau de Mira. J'avais pensé qu'il était attentionné. Il était en train de calculer le timing. Lorraine a ajouté que Derrick l'avait appelé à exactement 14h15 cet après-midi-là depuis un téléphone prépayé qu'elle n'avait jamais vu. Il lui avait dit que l'accident avait eu lieu et qu'elle devait créer une trace numérique montrant qu'ils étaient en visioconférence. Elle s'était connectée à une fausse salle de réunion qu'il avait configurée,
l'avait laissé tourner pendant 1 heure avec sa caméra éteinte, puis lui avait envoyé un email résumant leur discussion. Les horodatages montreraient que Derek était en réunion au moment où Mera s'était noyée. Lorraine avait envoyé la facture de 50 000 $ le lendemain, et Derek l'avait payée en quelques heures. Elle a dit qu'elle avait essayé de se convaincre que c'était être vraiment un accident, que la planification paranoïaque de Derek n'était qu'une coïncidence. Mais quand elle a vu mon visage aux funérailles, elle n'a plus pu continuer à mentir. J'ai demandé pourquoi elle avait pris le risque de me parler au cimetière, là où Derek aurait pu la voir. Lorraine a expliqué qu'elle observait à distance et qu'elle avait vu Derek regarder sa montre 2 fois pendant la cérémonie, comme s'il s'ennuyait. Elle a dit qu'aucun père ayant réellement perdu sa fille par accident n'aurait l'air impatient à ses funérailles. C'est là que Lorraine a su avec certitude que Derek avait fait exactement ce qu'il avait prévu et qu'elle l'avait aidé à s'en sortir. La culpabilité était devenue insupportable. Elle s'était convaincue que murmurer la vérité soulagerait sa conscience. Mais maintenant, elle réalisait qu'elle n'avait fait que me transférer le fardeau. Elle a demandé ce que j'allais faire de cette information et j'ai dit que je ne savais pas encore. D'abord, j'avais besoin de comprendre pourquoi Derek tuerait sa propre fille. La police d'assurance, a murmuré Lorraine. Elle a sorti son téléphone et m'a montré une capture d'écran d'un email que Derek lui avait envoyé 6 mois plus tôt. Il s'épanchait sur ses problèmes d'argent et mentionnait qu'il avait augmenté l'assurance vie de Mira à 2 millions de dollars. Lorraine avait trouvé cela étrange sur le moment, mais Derek avait expliqué que c'était pour prévoir les frais d'école privée et d'université. Maintenant, le timing prenait un sens terrible. Carole a appelé alors que j'étais encore assise sur le banc à essayer de digérer tout ce que Lorraine m'avait dit. Elle a dit qu'elle avait fouillé dans les finances de Derek et avait trouvé quelque chose d'inquiétant. Son entreprise était à 3 mois de la faillite. Il avait contracté plusieurs prêts à taux d'intérêt élevés et épuisé plusieurs cartes de crédit que j'ignorais. L'entreprise perdait des sommes astronomiques à cause d'un procès intenté par un ancien client, et Derek s'était porté garant personnel de la dette de la société. Sans une injection massive de liquidités, il allait bientôt tout perdre, y compris notre maison. Carole a confirmé que le versement des 2 millions de l'assurance pour Mira l'aurait sauvée. Elle m'a demandé si je voulais qu'elle apporte ce que nous avions à la police. Et j'ai dit « Pas encore. J'ai besoin de plus de preuves. J'ai besoin que Derek avoue. » Je suis rentrée à la maison cet après-midi-là et j'ai trouvé Derek dans la cuisine en train de faire du café comme si c'était une journée normale. Il a semblé soulagé quand je suis entrée et a essayé de me serrer dans ses bras. Mais je me suis reculée. J'ai demandé où il était le jour où Mira était morte et il a semblé confus. Il a dit que je savais qu'il travaillait dans son bureau. Je lui ai dit que j'avais vérifié avec son assistante et qu'elle avait dit qu'il avait annulé toutes ses réunions cet après-midi-là. L'expression de Derek a changé et il a dit qu'il avait été en ligne pour un appel client confidentiel qu'il ne pouvait pas aborder. J'ai demandé le nom du client et il a dit qu'il ne pouvait pas le partager à cause de son accord de confidentialité. J'ai demandé à voir les relevés téléphoniques prouvant qu'il avait passé un appel. Il a dit que son portable était déchargé et qu'il avait utilisé la ligne fixe du bureau. J'ai demandé à voir la facture de téléphone du bureau et il a dit qu'il devrait la chercher. Chaque réponse était un mensonge superposé au précédent. J'ai regardé Derek se démener pour maintenir la fiction qu'il avait bâtie, et quelque chose en moi est devenu froid et tranchant. Je lui ai dit que j'avais parlé à quelqu'un qui affirmait qu'il l'avait payé pour lui fournir un alibi pour le jour de la mort de Mera. Derek s'est figé. Il a demandé avec qui j'avais parlé, et sa voix avait un tranchant qui a fait dresser les poils sur ma nuque. J'ai dit que peu importait qui, ce qui importait était de savoir si c'était vrai. Derek a dit qu'évidemment ce n'était pas vrai, que quelqu'un essayait de m'arnaquer ou de profiter de mon deuil. Il a de nouveau tendu la main vers moi et cette fois je l'ai laissé la prendre. Sa paume était moite. J'ai demandé directement à Derek s'il avait tué Mera. La question a flotté entre nous comme un gaz toxique. Il a lâché ma main et a reculé, son visage passant par plusieurs émotions trop vite pour être suivi.
Il a dit qu'il ne pouvait pas croire que je lui pose une telle question, que je devais faire une dépression nerveuse, que j'avais besoin d'une aide professionnelle. Il a sorti son téléphone et a dit qu'il appelait ma thérapeute immédiatement pour obtenir un rendez-vous d'urgence. Je lui ai dit d'arrêter et il l'a fait, le doigt sur l'écran. J'ai dit que j'avais les relevés bancaires montrant 50 000 $ payés à Lorraine Vega 3 jours après la mort de Mira. J'avais la preuve qu'il avait annulé ses réunions. J'avais un email où il mentionnait l'augmentation de l'assurance vie de Mira à 2 millions de dollars. J'ai regardé la couleur quitter son visage à mesure que je listais chaque preuve. Le masque de Derrick a fini par se fissurer. Il a posé son téléphone sur le comptoir très soigneusement. Et quand il m'a regardé à nouveau, ses yeux étaient différents, plus plats, plus froids. Il a demandé à qui d'autre j'avais dit cela, et j'ai menti en disant « juste à mon avocat ». Il a hoché la tête lentement et a dit que nous devions parler de ce qui s'était réellement passé. Il a suggéré que nous nous asseyions pour discuter rationnellement, comme des adultes. Je suis restée debout et je lui ai dit d'expliquer. Derrick a passé sa main dans ses cheveux et a dit que ce n'était pas censé se passer comme ça. Il pensait que je ne le saurais jamais. Il pensait que je ferais mon deuil, que je passerais à autre chose et que nous utiliserions l'argent de l'assurance pour prendre un nouveau départ. Il l'a dit presque comme s'il m'avait rendu service. Il a admis que la mort de Mira n'était pas un accident, mais a insisté sur le fait qu'il n'avait jamais voulu que cela se termine ainsi. Derrick a dit qu'il voulait seulement lui faire un peu peur, la maintenir sous l'eau quelques secondes pour qu'elle apprenne à respecter la piscine. Elle ignorait les règles de sécurité tout le printemps, sautant sans ses flotteurs, nageant sans permission. Il lui avait dit 100 fois de rester loin de la piscine quand les adultes ne surveillaient pas. Cet après-midi-là, il l'avait entendu sortir et avait décidé de lui donner une leçon. Juste une petite frayeur, mais elle s'était débattue plus fort qu'il ne l'avait prévu. Et il l'avait maintenue trop longtemps en essayant de la contrôler. Le temps qu'il la sorte de l'eau, elle ne respirait plus. Il avait tenté une réanimation, mais il était trop tard. Il avait paniqué et s'était enfermé dans son bureau pour réfléchir à quoi faire. C'est là qu'il avait réalisé que le versement de l'assurance résoudrait tous ses problèmes s'il pouvait faire passer cela pour un accident. J'ai écouté Derrick décrire la noyade de notre fille comme s'il expliquait une erreur de calcul en affaires. Il a dit que l'entreprise était en difficulté et qu'il était désespéré. Le procès allait le détruire financièrement. Il avait déjà hypothéqué notre maison et vidé nos économies. L'argent de l'assurance était censé nous offrir un nouveau départ. Il a vraiment dit nous, comme si j'étais censée bénéficier de la mort de Mira et lui en être reconnaissante. J'ai posé une question sur Lorraine Vega, et il a admis qu'il l'avait engagée pour fournir un alibi au cas où quelqu'un remettrait son histoire en question. Il a dit que c'était une précaution intelligente qui avait porté ses fruits lors de l'enquête de la police. Il semblait fier de sa planification. J'ai demandé à Derrick comment il avait pu me regarder pendant 3 semaines en sachant ce qu'il avait fait. Comment il avait pu me laisser m'accuser de l'avoir laissé seule. Comment il avait pu se tenir à ses funérailles et accepter les condoléances comme un père, et pleurer. Il a répondu qu'il l'avait fait pour nous, pour protéger notre avenir. Il a de nouveau tendu la main vers moi, et j'ai sursauté si violemment que j'ai percuté le comptoir. Il a dit que je devais comprendre qu'il n'avait pas eu le choix. L'entreprise était tout ce qu'il avait construit. Il ne pouvait pas simplement la laisser couler. Mira allait mourir un jour ou l'autre de toute façon, a-t-il dit. Tout le monde meurt. De cette façon, sa mort a servi à quelque chose. Elle a sauvé la famille financièrement. J'ai réalisé à cet instant que Derrick n'était pas seulement un meurtrier. Il était complètement fou. J'ai dit à Derrick que j'allais à la police. Il a secoué la tête et a dit que je ne ferais pas cela parce que je n'avais aucune preuve réelle. L'histoire de Lorraine n'était que du oui, dire. Les relevés bancaires montraient des frais de conseil, ce qui n'était pas illégal. La police d'assurance était une planification financière standard. Sans une confession enregistrée dans un format admissible, aucun procureur ne toucherait à l'affaire. Il avait fait des recherches approfondies là, dessus. Il avait réfléchi à chaque angle. Il a dit que si j'essayais de causer des ennuis,
Il me ferait interner dans un établissement psychiatrique pour troubles du deuil délirant. Il avait déjà de la documentation sur mon comportement erratique des dernières semaines. Plusieurs témoins m'avaient vu agir de manière instable. Ma thérapeute avait des notes sur mon état mental. Personne ne me croirait. J'ai sorti mon téléphone où j'avais enregistré notre conversation depuis 10 minutes. Les yeux de Dererick se sont fixés sur l'appareil et la compréhension s'est abattue sur son visage. Il a bondi pour attraper le téléphone, mais j'ai été plus rapide, reculant et appuyant sur « Envoyer » pour l'email que j'avais déjà adressé à Carole et aux détectives qui avaient enquêté sur la mort de Mira. Le fichier audio a été téléchargé en quelques secondes. Derrick m'a saisi et je l'ai poussé fort de toutes mes forces. Il a trébuché contre le comptoir et j'ai couru vers la porte d'entrée. Il m'a rattrapé dans le couloir, ses doigts s'enroulant autour de mon bras, assez fort pour causer des bleus. J'ai hurlé et j'ai enfoncé mon coude dans son estomac. Il a lâché prise, j'ai ouvert la porte et je me suis enfuie dehors, hurlant toujours. Le voisin d'en face, qui relevait son courrier, est arrivé en courant en me voyant. Derrick est apparu sur le seuil, l'air furieux mais piégé. Il ne pouvait pas me poursuivre devant des témoins. Le voisin a demandé si j'allais bien et j'ai dit d'appeler la police, que mon mari venait de confesser avoir tué notre fille. Le visage de Dererick est devenu blanc et il a disparu à l'intérieur de la maison. Le voisin a sorti son téléphone tout en restant entre moi et la porte. J'ai entendu les sirènes quelques minutes après. Carole les avait déjà appelées après avoir reçu l'enregistrement. 3 patrouilles sont arrivées simultanément et les officiers ont entouré la maison. L'un d'eux a essayé de convaincre Derrick de sortir pacifiquement, mais il s'était de nouveau enfermé dans son bureau. Ils ont forcé la porte et l'ont trouvé assis à son bureau, les mains jointes comme s'il attendait le début d'une réunion. Le détective qui avait initialement enquêté sur le cas de Mira a écouté l'enregistrement 3 fois au poste de police. Son visage se durcissait à chaque écoute. Il s'est excusé d'avoir manqué la vérité la première fois, disant que les noyades sont généralement accidentelles et que Derrick avait parfaitement joué le rôle du père dévasté. Il a posé des questions sur Lorraine Vega et je lui ai donné tout ce que j'avais. Le détective a dit qu'ils allaient l'amener pour un interrogatoire et qu'elle obtiendrait probablement l'immunité en échange de son témoignage. Il a précisé que l'enregistrement, combiné à la déclaration de Lorraine et aux preuves financières, serait suffisant pour accuser Derrick de meurtre au premier degré. La préméditation était claire. La police d'assurance montrait le mobile. Le faux alibi montrait la conscience de sa culpabilité. La confession était dévastatrice. L'avocat de Derrick ne pourrait pas contester les propres mots de son client. La mise en accusation a eu lieu plus vite que je ne l'espérais. Derrick est apparu au tribunal vêtu d'une combinaison orange, ne ressemblant en rien à l'homme que j'avais épousé. Son avocat a plaidé non coupable et a demandé une caution, mais la juge l'a refusé, citant le risque de fuite et la gravité des accusations. J'étais assise dans la galerie avec Carole et Julia, et j'ai regardé Derrick être emmené menotter. Il m'a regardé une fois et l'expression sur son visage était de la haine pure. Pas de remords, pas de honte, juste de la rage d'avoir été pris. Julia m'a serré la main et j'ai réalisé que j'avais retenu mon souffle pendant toute l'audience. Le procureur m'a abordé après et a dit que le dossier était solide et que je ne devais pas m'inquiéter. Derrick passerait le reste de sa vie en prison. Le procès a duré 2 semaines. Lorraine Vega a témoigné sur le fait que Derrick l'avait engagée pour créer le faux alibi. Elle a apporté des emails, des relevés téléphoniques et bancaires montrant les paiements. L'accusation a diffusé mon enregistrement de la confession de Derrick. Son avocat a essayé de soutenir que je l'avais forcé d'une manière ou d'une autre, mais l'enregistrement montrait clairement que je posais des questions et que Derrick fournissait des informations volontairement. Le médecin légiste a révisé ses conclusions après avoir revu l'affaire, notant que la noyade montrait des signes de submersion forcée qu'il avait initialement manqué. Les dossiers financiers de Derrick ont brossé le portrait d'une dette désespérée et la police d'assurance fournissait un mobile clair,
Le jury a délibéré pendant 4 heures avant de revenir avec un verdict de culpabilité sur tous les chefs d'accusation. Derrick a été condamné à la perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. La juge a qualifié ce crime de l'un des plus odieux qu'elle ait vu en 30 ans de carrière. Un père noyant délibérément sa propre fille pour l'argent de l'assurance. Elle a déclaré que Derrick avait trahi tous les liens de confiance et de famille. Il avait volé l'avenir de Mira pour un gain financier et avait tenté de détruire la santé mentale de sa femme pour couvrir ses traces. Derrick n'a montré aucune émotion pendant le prononcé de la peine. Il a juste regardé droit devant lui comme si rien de tout cela n'était réel. Les huissiers l'ont emmené et j'ai enfin eu l'impression de pouvoir respirer correctement pour la première fois depuis les funérailles. Julia m'a ramenée à la maison et nous nous sommes assises dans la chambre de Mira, entourées de ses peluches et de ses dessins. J'ai pleuré pendant des heures pendant que ma sœur me tenait. La compagnie d'assurance a rejeté la demande immédiatement après le verdict. Ils ont précisé que les prestations de décès ne sont pas versées lorsque le bénéficiaire assassine l'assuré. L'entreprise de Derrick a déclaré faillite 3 semaines plus tard. Son associé m'a appelé pour s'excuser de ne pas avoir vu les signes du désespoir de Derrick plus tôt. J'ai demandé le divorce et il a été finalisé en 6 mois. J'ai vendu la maison parce que je ne pouvais plus supporter de regarder la piscine où Mira était morte. J'ai déménagé à l'autre bout de l'État pour être plus proche de Julia, et j'ai commencé à voir un thérapeute spécialisé dans les traumatismes 2 fois par week-end. Les cauchemars étaient constants mais sont devenus progressivement moins fréquents. J'ai pris une année sabbatique avant d'accepter un poste à temps partiel dans une organisation à but non lucratif aidant les familles à naviguer dans le système juridique après la perte d'un enfant. 2 ans après la condamnation de Derrick, je me suis rendue sur la tombe de Mira pour ce qui aurait été son 10 anniversaire. Quelqu'un avait laissé des fleurs fraîches sur la pierre tombale. Je me suis assise sur l'herbe et je lui ai raconté tout ce qui s'était passé, même si une partie de moi croyait qu'elle le savait déjà. Je lui ai dit que j'avais fait en sorte que son père ne puisse plus jamais faire de mal à personne, que justice avait été rendue même si cela ne pouvait pas la ramener. Le vent s'est levé et a transporté le parfum des roses des fleurs. Je suis restée jusqu'au coucher du soleil, imaginant ce qu'aurait dû être sa vie, tous les anniversaires, les remises de diplômes et les rêves que Derrick lui avait volés. Quand je suis enfin partie, j'ai conduit directement jusqu'à l'appartement de Lorraine Vega. Elle avait déménagé en ville et commencé un nouveau travail dans une organisation de défense des victimes. Elle a ouvert la porte, l'air surprise de me voir, mais m'a invitée à entrer. Nous avons parlé pendant 3 heures de la culpabilité, de la responsabilité et du fait de vivre avec le poids de ce qui s'était passé. Ni l'une ni l'autre ne serions jamais libérées de cela. Mais au moins, maintenant, nous étions libérées de Derrick.